Je secouais encore la neige de mon manteau quand mon père leva les yeux de son café et murmura « Je ne savais pas que le parasite était invité ». Quelques membres de la famille rirent. Je ne réagis pas. Pendant le dîner, j'ai lâché ma propre bombe et regardé leur mâchoire tomber. Salut, Reddit. Vous est-il déjà arrivé qu'on vous traite de parasite à un dîner de famille et de décider que c'est le moment parfait pour leur donner une leçon de réalité? Prenez du popcorn, ça va être amusant. Je m'appelle Damon, 33 ans, homme. Je venais encore de me brosser la neige des épaules quand mon père leva les yeux de son café et dit assez fort pour que la moitié de la pièce entende « Regardez qui est enfin arrivé. Notre parasite réside ». Le mot resta suspendu dans l'air. Certains souriaient, d'autres détournaient le regard. Quelques cousins rirent comme s'ils venaient de livrer la chute d'une blague qu'ils attendaient toute la soirée. Mon oncle Roger gloussa. Je ne bronchais pas. Je posai simplement mon manteau sur le porte-manteau et allai m'asseoir au siège le plus éloigné de la table principale, près de la fenêtre par où passait un courant d'air. Je pensais rester peut-être 90 minutes, manger un peu, puis disparaître avant minuit. C'était l'hiver dernier, le soir du Nouvel An, quand ma sœur Cassie avait décidé d'organiser le dîner de famille chez elle à Scottsdale, dans sa belle maison avec carrelage espagnol, plafond voûté, et une cuisine digne d'un magazine. Son mari Paul avait payé la majeure partie grâce à son emploi en entreprise, mais personne n'en parlait. Ma famille n'est pas du genre à parler de sentiments ou à s'excuser. En grandissant, j'ai dû deviner ce que les gens pensaient avant qu'ils ne le disent à voix haute. Mes parents n'étaient pas abusifs de manière classique. Pas d'yeux au beurre noir ni de repas manqués. Ils savaient simplement comment vous faire sentir inutile sans jamais élever la voix. J'ai abandonné l'Arizona State à 21 ans. C'est le titre qu'ils sortent depuis plus de 10 ans. Peu importe que j'ai quitté l'école parce que le logiciel que j'avais développé a été adopté par une banque régionale et que je gérais soudain de vrais contrats. Peu importe que 3 ans plus tard, j'ai vendu ma part pour assez d'argent pour ne plus jamais travailler si je ne le voulais pas. Pour eux, j'avais abandonné, je ne pouvais pas gérer la vraie vie. Je suis l'exemple qu'ils ressortent quand l'enfant de quelqu'un traverse une période difficile. Au moins, il n'est pas comme Damon. Je ne venais presque plus aux événements familiaux. La dernière fois, c'était de Thanksgiving plus tôt, quand ma mère m'a demandé si je faisais toujours ce truc d'ordinateur, 6 mois après que j'ai conclu un contrat gouvernemental à 8 chiffres. Je me souviens l'avoir regardée à travers la table, me demandant si elle était vraiment naïve ou juste fidèle à son rôle. Je suis resté silencieux, mais cette fois semblait différente. Cassie m'a appelé personnellement 3 jours avant le Nouvel An. Elle disait que je manquais, que la famille n'était pas complète sans moi. Puis elle a lâché la phrase qui m'a fait hésiter, mes parents se renseignaient sur moi et voulaient renouer. Contre tout bon sens, j'ai dit peut-être. Puis les jours ont passé et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Venir, manger, partir avant le compte à rebours. Je suis arrivé chez eux à 20h30, assez tard pour rater les apéritifs. La maison était illuminée de toutes parts et pendant 5 secondes, je me suis permis de croire que cette fois serait différente. Puis mon père m'a vu en premier. Notre parasite réside. La salle à manger était bondée, longue table couverte de décorations dorées et argentées, verre chic à moitié plein, chaque siège occupé sauf le mien dans le coin. Je suis passé devant des cousins à peine reconnaissables. La sœur de ma mère, Suzanne, me lança un regard compatissant. Mon cousin aîné Kevin parlait fort de sa promotion. Maman à peine me reconnut, disant simplement « Oh, super, tu es là », puis retour à sa conversation. Je me suis assis et observé. Kevin se la racontait à propos de son bureau en coin. Tout le monde hochait la tête, levait son verre, faisait semblant d'être impressionné. Je picorais dans le panier de pain. Puis, à mi-chemin du plat principal, quelqu'un tint un verre. Mon oncle Roger se leva, déjà éméché, et annonça que c'était l'heure du bilan annuel des réussites. Mon estomac se serra. J'avais oublié cette tradition. Tout le monde passait en revue ses succès de l'année, promotions, accomplissements, achats importants, censés être motivants. En réalité, c'était juste une occasion de se vanter et de faire sentir les autres inadéquats. La table passa d'un à un. Kevin parla de sa prime. Ma tante Brenda mentionna que son fils entrait à la faculté de droit. Cassie partagea que Paul avait été recruté pour un poste de VP. Tout le monde applaudit et félicita. Puis ce fut mon tour. Cassie tenta de me passer, mais Roger rit et dit « Et Damon ? Toujours en train de comprendre ?» Je levai les yeux.
Toujours en train de comprendre, répétait-je d'un ton plat. Quelques personnes gloussèrent. C'est alors que Paul se pencha. Et mec, tu travailles où ces jours-ci? Je marquai une pause. Une part de moi voulait répondre vaguement, mais j'étais fatigué de me rétrécir. Je lui dis le nom de ma société, Sentinel Risk Analytics. Il cligna des yeux. Puis son expression changea. Quoi, dit-il lentement. Tu travailles chez Sentinel. J'en suis le fondateur, répondis-je. Pardon? Il semblait confus. Oui, je l'ai fondé il y a 7 ans. La table se tut. Mortellement silencieuse. Fourchette suspendue en l'air. Et c'est là que je réalisai que personne ici ne savait. Aucun d'eux ne s'était donné la peine de demander ce que je faisais réellement. Ils avaient juste décidé que j'étais un raté. Paul me regarda comme si j'avais 2 têtes. Mon Dieu. Je pris une gorgée d'eau, les laissant digérer. Qui, dit mon père, le ton sec, sur la défensive. Paul regarda autour de la table, attendant que quelqu'un explique. Quand personne ne parla, il se tourna vers moi. Sentinel Risk Analytics est l'un des plus grands noms de la détection de fraude fintech. Il travaille avec la moitié des grandes banques du pays. J'utilise leur logiciel tous les jours. Je bus une gorgée et attendis. Ma mère rit. Ce rire faux, cristallin, quand elle était mal à l'aise. Damon ne dirige rien. Il fait du travail informatique, des trucs freelance. Paul secoua la tête. Non, je suis sérieux. J'ai assisté à des réunions où l'on parle de Sentinel comme de la référence. Ils ont démantelé un énorme réseau de fraude à Dallas l'année dernière, économisant à la banque environ 400 millions de pertes. Il sortit son téléphone, tapa rapidement, puis montra l'écran à Cassie. C'est lui. Ton frère. Cassie regarda le téléphone, puis moi, puis à nouveau le téléphone. Son visage pâlit. Damon, c'est vrai? Je hochai la tête. Oui, c'est vrai. L'atmosphère changea complètement. Comme regarder des dominos tomber, confusion d'abord, puis incrédulité, puis quelque chose de plus laid, peut-être du ressentiment ou de l'embarras. Mon père posa sa fourchette violemment. Tu me dis que tu diriges une entreprise tech et que tu n'as jamais pensé à le mentionner? Vous ne m'avez jamais demandé, dis-je calmement. Ce n'est pas pareil. Maman intervint. Tu nous as laissé croire que tu galérais. Tu nous as fait nous inquiéter pour toi. M'inquiéter? Quand exactement, demandai-je. Quand tu m'as traité de parasite 5 minutes après mon arrivée. Ou quand tu as demandé si je faisais toujours ce truc d'ordinateur. Ou peut-être quand tu as dit que je gaspillais mon potentiel et que j'aurais dû rester à l'école. Damon, commença Cassie, sa voix douce, me prévenant de reculer. Mais j'en avais fini de reculer. Je ne vous ai rien dit parce que ça n'avait aucun sens. Vous aviez déjà décidé qui j'étais. Donc oui, j'ai arrêté d'essayer. Kevin racla la gorge. Franchement, diriger une entreprise et en fonder une, ce n'est pas pareil. Beaucoup ont des titres ronflants. Paul l'interrompit. Non, j'ai littéralement vu Damon présenter à une conférence il y a 2 ans, en tant que conférencier principal, sur les applications de machine learning dans la détection de fraude. Je n'avais pas fait le lien avant maintenant, je ne savais pas que le frère de Cassie travaillait dans la fintech. Il me regarda. Mec, désolé. Je n'avais aucune idée de ce que tu faisais. Le visage de mon père était rouge maintenant. Tu crois être tellement mieux que tout le monde ici? C'est ça? Une démonstration de pouvoir? Non, dis-je. Je crois que j'en ai assez d'être traité comme si je n'existais pas, sauf si vous avez besoin de taper sur quelqu'un. Personne ne dit rien. Oncle Roger fixait son assiette. Ma cousine Nicole avait l'air de vouloir être n'importe où sauf là. Même Kevin s'était tu. C'est alors que mon cousin Adam prit la parole. Il était plus jeune de 4 ans, travaillait dans la conformité financière. On s'était toujours bien entendu, mais on ne se tenait pas vraiment au courant. J'ai entendu parler de Sentinel, dit Adam doucement. On a failli les engager l'année dernière pour notre refonte de détection de fraude. Le prix était assez élevé, environ un demi-million pour la mise en place. Il m'a regardé. C'est exact? Plus ou moins, ai-je répondu. Ça dépend de la taille de l'institution et du niveau d'intégration souhaité.
Adam hocha la tête, fit rapidement un calcul mental. Si tu signes des contrats comme ça avec de grandes banques, tu dois faire, quoi? 10 millions par an. Plus que ça, mais qui compte, et je dis. Un autre silence suivit, plus lourd cette fois, parce qu'il ne s'agissait plus d'un succès abstrait, il y avait désormais des chiffres, des vrais, impossibles à ignorer. La voix de ma mère était tendue. Tu aurais pu nous aider. On galère. Le compte-retraite de ton père a pris un coup il y a quelques années. On a dû refinancer la maison, et toi tu étais assis sur tout cet argent. Je me tournai vers elle. Sérieusement? On va vraiment là-dessus? Je te dois quoi, exactement? Ta famille, dit-elle, comme si le mot famille était un sort magique censé effacer une décennie de cruauté. Vraiment, et je répétais. La même famille qui m'a traité de parasite ce soir? Mon père se leva, la chaise grinçant bruyamment. Tu as toujours eu un problème d'attitude. Non, répondis-je en me levant aussi, j'ai juste compris que les règles étaient truquées, alors j'ai arrêté de jouer. Exactement ce que je dis, répliqua Théil. Ingrat. Égoïste. Chanceux. Ah oui? C'est ça, 7 ans à bosser 80 heures par semaine pour construire quelque chose à partir de rien, pendant que tu disais à tout le monde que j'avais échoué? Cassie se leva à son tour. Ok, tout le monde se calme. C'est le réveillon. On peut éviter ça? Mais c'était trop tard. Ma mère se tourna vers moi. Si tu réussissais si bien, tu aurais au moins pu envoyer de l'argent. Je la fixai. Vous ne m'avez pas parlé pendant 2 ans après que j'ai quitté l'école. Personne n'a rien dit. Vous ne vouliez pas une relation. Vous vouliez un distributeur automatique, mais seulement après avoir appris que j'avais de l'argent. Avant ça, je n'étais que le parasite. J'attrapai mon manteau et me dirigeai vers la porte. Damon, c'est pas juste, dit Cassie d'une voix brisée. Je m'arrêtai, me retournai. Tu sais ce qui n'est pas juste? Être traité comme une merde pendant 12 ans. Mais oui, bien sûr, je suis le problème. Bonne année. Et je suis parti. Je suis resté 20 minutes dans ma voiture, moteur allumé. Mon téléphone vibrait sans arrêt, Cassie, maman, Paul, des numéros inconnus. L'arbre généalogique téléphonique tournait à plein régime. Je n'ai répondu à aucun. Je suis rentré chez moi en silence. Mon appartement à Tampes était calme. Je l'avais acheté il y a 3 ans, quand l'entreprise avait décollé. Payé comptant. Je suis resté à la fenêtre à regarder les feux d'artifice éclater au loin. Mon téléphone vibrait toujours. À 23h30, j'ai enfin regardé. Cassie, s'il te plaît, rappelle-moi. Je ne savais pas que c'était à ce point. Je suis désolé. Maman, tu as humilié ton père devant tout le monde. Paul, c'était intense. Ça va? Adam, mec, j'étais au courant de rien. Si tu veux boire un verre, dis-moi. Je n'ai répondu à personne. Pas encore. Les semaines suivantes ont été étranges, le boulot me gardait occupé, un gros contrat avec un groupement de coopératives de crédit à Denver. Cassie a appelé 5 fois durant les 2 premières semaines. Je n'ai pas décroché. Elle a laissé des messages longs, disant qu'elle se sentait horrible, qu'elle ne réalisait pas que ça avait été si mauvais, qu'elle voulait arranger les choses. Je la croyais sincère. Cassie avait toujours été la gentille, celle qui essayait d'apaiser. Mais être sincère et agir, c'est différent. Paul a envoyé un texto pour me proposer un déjeuner. J'ai dit peut-être plus tard. Adam aussi m'a écrit, plus décontracté, juste pour prendre des nouvelles. Celui-là, j'y ai répondu. Je lui ai dit merci, que je garderai ça en tête. Puis, fin janvier, c'est arrivé. Une lettre recommandée, un cabinet d'avocats de Phoenix. Mes parents vendaient leur maison et me donnaient un droit de préemption à prix familial avant de la mettre sur le marché. J'ai relu la lettre 3 fois avant d'éclater de rire, parce que bien sûr, évidemment, c'est comme ça qu'ils me recontacteraient, pas avec des excuses, mais avec une transaction immobilière. Lettre parfaitement professionnelle. La valeur marchande tournait autour de 600 000. Il me l'offrait à 520. Agissez vite. J'ai posé la lettre et fait ce que je fais toujours quand j'ai besoin d'informations, j'ai creusé. 3 jours pour faire un tableau complet. Et c'était fascinant. Mes parents étaient fauchés. Pas en faillite, mais presque.
Le compte retraite de mon père avait été vidé 3 ans plus tôt dans un placement crypto géré par un certain Alan, un gourou de la motivation avec un podcast qui promettait 10 fois les retours en 6 mois. Site web avec photos de lambeaux et de plages. L'investissement s'était crashé, emportant 200 000 $ qu'ils ne pouvaient pas perdre. Ils avaient alors refinancé la maison, pris un nouveau prêt à un taux plus élevé parce que leur crédit avait chuté. Maintenant, ils peinaient à payer. La banque leur avait déjà envoyé un avis pré-saisi. 4 mois avant que ça tourne au désastre. Leur offre n'était pas un geste de générosité, c'était du désespoir emballé dans du papier à en-tête juridique. Ils avaient besoin de vendre vite et d'éviter l'humiliation d'une saisie. Et ils pensaient que j'étais assez idiot ou coupable pour les sauver. Mon père, celui qui m'avait traité de parasite, avait tout perdu dans une arnaque, alors que j'avais construit quelque chose de réel. C'est presque trop beau pour être vrai. Une partie de moi voulait ignorer tout ça. Une autre y voyait une opportunité. J'ai appelé un contact dans une banque régionale, un VP en prêts commerciaux. On avait économisé à son institution 60 millions en pertes. Il me devait ça. Je lui ai demandé des infos sur une propriété à Scottsdale, celle de mes parents. Il a confirmé, pré-saisi, propriétaire en détresse. Je lui ai demandé combien ils accepteraient en cash, fermeture rapide. 450, peut être 430 si tu fermes en 3 semaines. Je lui ai dit que je le rappellerais. Puis j'ai appelé mon avocat pour créer une LLC, propre et anonyme. Une semaine plus tard, la LLC a fait une offre, 440, cash, clôture en 20 jours. Accepté le jour même. Mes parents n'ont jamais su que c'était moi. Ils ont reçu une lettre de la banque disant que la propriété avait été vendue à une société de développement. Ils avaient 30 jours pour partir. Je ne les ai pas expulsés immédiatement. Mais je ne leur ai pas dit non plus que j'étais le propriétaire. Je les ai laissés dans cette incertitude. C'est là que Cassie a rappelé. Cette fois, j'ai décroché. Damon. Est-ce que tu as acheté la maison? Pourquoi tu penses ça? Parce que Paul dit que tu investis dans l'immobilier, et le timing est bizarre. Je n'ai rien dit pendant quelques secondes. Cassie. Tu penses vraiment que je suis obligé de les sauver? Après tout ça? Elle a soupiré lentement. Je ne sais pas, ce sont nos parents. Ce sont des gens qui m'ont traité comme de la merde, qui ne se sont jamais intéressés à ma vie jusqu'à ce qu'ils apprennent que j'avais de l'argent. Je sais, dit-elle doucement. Je sais que ça a été horrible, mais ils sont vieux. Ils ont peur. Il y a une différence entre avoir peur et être convaincu qu'on y a droit. Les gens qui ont peur demandent de l'aide. Elle ne répondit pas, alors. Tu l'as acheté? Oui. Silence. Tu vas faire quoi? Je ne sais pas encore. C'était partiellement vrai, j'avais un plan, mais pas terminé, et je n'étais pas prêt à le dire. Damon, tu as le droit d'être en colère, mais s'il te plaît, ne fais rien que tu regretteras. Je ne regretterai rien. C'est la seule chose dont je suis certain. On a encore parlé quelques minutes. Elle a mentionné que Paul voulait me parler mais ne savait pas si j'accepterais. J'ai dit que Paul était quelqu'un de bien, que ce n'était pas sa faute. Avant de raccrocher, elle ajouta, Adam demande des nouvelles. Il veut t'aider. Aider à quoi? Je ne sais pas. Mais il a l'air sincère. J'y ai réfléchi. Adam, le cousin toujours en arrière-plan, qui bossait en conformité financière, qui avait lâché l'air de rien que les contrats Sentinelle valaient une fortune. Peut-être qu'il voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Ou peut-être qu'il voulait juste se rapprocher maintenant qu'il savait combien je valais. Dans tous les cas, je lui ai envoyé un message pour prendre un verre. Il a répondu en moins de 5 minutes, vendredi ça te va. On s'est retrouvés dans un dîner du centre de Phoenix. Rien de sophistiqué. Adam est arrivé pile à l'heure. Alors, dit-il après l'arrivée du café, sacrément mouvementé, ce réveillon. J'ai ri. On peut dire ça. Il prit une gorgée. J'y ai beaucoup pensé. Au fait que personne ne savait. Nous avons tous supposé que tu avais des difficultés et personne ne s'est donné la peine de vérifier. C'est plus simple ainsi, ai-je dit. Les suppositions ne demandent ni effort ni responsabilité. Il a hoché la tête. Juste, mais pour ce que ça vaut, je me sens vraiment mal à ce sujet. J'aurais dû prendre contact il y a des années. Toi et moi, on s'entendait bien avant que tout devienne toxique.
C'était vrai. Avant que la dynamique familiale ne devienne un véritable sport de contact, Adam et moi traînions ensemble lors des événements familiaux. Nous jouions aux jeux vidéo ensemble. Je ne te blâme pas, ai-je dit. Ce n'était pas toi qui m'appelais parasite. Non, il a convenu. Mais je n'ai rien dit quand ils l'ont fait. Point valable. Nous avons parlé un moment, surtout du travail. Il m'a parlé de son emploi. Je lui ai parlé de Sentinelle, de notre premier client, du moment il y a 3 ans où nous avons reçu l'appel de la Réserve fédérale. Ça a dû être incroyable, a dit Adam. Ça l'était, j'ai admis, mais aussi terrifiant. Tu as tout foiré? A-t-il demandé. J'ai souri. Nous les avons attrapés. Adam a secoué la tête. Et tes parents pensaient encore que tu faisais du travail informatique en freelance? Ouais. Il a ri. Impressionnant. Le niveau d'ignorance volontaire. Nous avons commandé un autre tour. La conversation a changé. Il a mentionné qu'il avait entendu par le bouche-à-oreille familial que la maison de mes parents avait été vendue, qu'il paniquait. Tu l'as vraiment acheté, a-t-il demandé. Pas de jugement, juste curieux. Oui, ai-je dit. Par le biais d'une LLC, il a hoché la tête lentement. Quel est le plan? Honnêtement, ai-je répondu, je suis encore en train de le définir. Il s'est appuyé en arrière. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Que veux-tu vraiment obtenir de tout ça? Pas de toi-même. J'y ai réfléchi. Personne ne m'avait jamais posé cette question. Pas même moi. Je veux qu'ils me voient, ai-je enfin dit, comme une personne qui a réussi malgré eux, pas grâce à eux. Il a hoché la tête. Juste. Il a fini son café. Eh bien, si tu as besoin de quelqu'un dans ton camp qui comprend vraiment ce que tu as construit, je suis là. Pas pour l'argent ou les contacts, juste parce que je pense que tu mérites au moins une personne dans cette famille qui ne soit pas complètement idiote à ce sujet. Je l'ai regardé. Il semblait sincère. Merci, ai-je dit. Je le pense. Sur le chemin du retour, j'ai réfléchi à ce qu'il m'avait demandé, à ce que je voulais vraiment. Et peu à peu un plan a commencé à se former. Il m'a fallu 3 semaines pour tout mettre en place, les papiers, les dossiers, la structure juridique. Mon avocat pensait que j'étais folle, mais il a fait ce que je demandais. J'ai créé une fondation, le Brennan Opportunity Fund. Mission, soutenir les entrepreneurs défavorisés à qui on a dit qu'ils n'étaient pas assez bons. Domaine d'action, étudiants de première génération abandonnant l'université, personnes issues de milieux modestes, quiconque ayant emprunté un chemin non conventionnel et en ayant payé le prix. Je l'ai doté d'1 million de dollars de mes propres fonds, mis en place un conseil, engagé un directeur à temps partiel pour gérer les candidatures et la sensibilisation. Le plan était simple, la maison serait transformée en incubateur, 6 bureaux individuels, salle de conférences partagée, cuisine. Tout ce dont une start-up avait besoin, le loyer serait subventionné, 50 dollars par mois, juste assez pour que les gens y accordent de la valeur. Et la première sélection serait faite de personnes que j'avais personnellement validées, dont Jordan, le jeune que j'aidais et qui avait créé une application de budget. Parfait. La maison de mes parents, l'endroit où je me sentais sans valeur, deviendrait un tremplin pour des gens comme moi. J'ai commencé discrètement le processus de candidature et contacté quelques organisations travaillant avec des entrepreneurs défavorisés. Adam a été le premier à qui j'ai tout raconté, nous nous sommes retrouvés quelques semaines après ce premier café. Même dîner, même cadre. J'ai exposé tout le plan. Il a écouté sans interrompre. Quand j'ai terminé, il s'est appuyé et a souri. C'est brillant, a-t-il dit. Et un peu féroce. Ils passeront devant cette maison pour le reste de leur vie en sachant ce qu'elle est devenue. Peut-être, ai-je admis. Ce n'est pas le pire effet secondaire. Il a pris une gorgée de café. Quand vas-tu leur dire que l'anniversaire de ma mère aura lieu en mars, ai-je dit. Cassie prévoit un dîner. Je pense que ce sera le moment. Au mec, a dit Adam. Ses yeux se sont écarquillés. Ça va être nucléaire probablement. Il s'est penché en avant. Puis-je être là? Pas au dîner, mais après. Quand tout explosera. Je veux aider à gérer les retombées si tu en as besoin. Je l'ai regardé. Pourquoi fais-tu ça vraiment? Il a posé son verre, m'a regardé droit dans les yeux.
Parce que j'en ai marre de cette famille qui fait semblant que tout va bien alors qu'elle pourrit de l'intérieur. Et parce qu'honnêtement, ce que tu fais avec cette fondation est la chose la plus géniale que quelqu'un de cette famille ait jamais faite. Je veux en faire partie si tu me laisses, juste parce que ça compte. D'accord, ai-je dit, tu peux aider. Nous avons passé l'heure suivante à planifier comment cela se déroulerait. Adam a mentionné qu'il pouvait aider sur la conformité financière de la fondation, s'assurer que tout soit juridiquement irréprochable. Dans les semaines qui ont suivi, il est devenu ce dont je ne savais pas que j'avais besoin, un allié, quelqu'un capable de regarder la situation objectivement et de dénoncer les absurdités. Nous avons commencé à nous voir régulièrement, pas seulement pour le plan, mais pour le travail, la vie, des choses normales. Il s'est avéré que nous avions plus de points communs que je ne pensais, tous deux aimions la randonnée, détestions le golf, trouvions la carte de vœux annuelle de la famille complètement artificielle. Début mars, Cassie m'a envoyé un texto. Le dîner pour le 60e anniversaire de maman était fixé, dans un endroit chic à Scottsdale, salle privée, famille. Elle voulait vraiment que je sois là. J'ai dit que je viendrais. Elle avait l'air soulagée, disant qu'elle savait que les choses avaient été difficiles, mais qu'elle espérait que nous pourrions tous avancer. Je ne lui ai pas dit ce que signifiait vraiment « avancer ». La semaine précédant le dîner, j'ai rencontré mon avocat une dernière fois pour m'assurer que tous les papiers étaient en ordre, l'avis d'expulsion, les documents de la fondation, le transfert de propriété montrant que la maison appartenait désormais au Brennan Opportunity Fund. Tout était prêt. Adam m'a envoyé un texto la veille. « Ça va ? » « Oui, » ai-je répondu. Il a envoyé un pouce levé. « Alors ça va être légendaire ou un désastre ?» ai-je dit. « Pourquoi pas les deux ?» a-t-il répondu. J'ai ri. Il avait raison. Je suis arrivé au dîner 10 minutes en avance. Le restaurant était chic, nappe blanche, bougies, serveur en gilet, l'addition facilement à $300 par personne. Cassie avait réservé une salle privée au fond, grande table pour 14, ballon doré attaché à la chaise de maman, bouteille déjà au frais. J'avais un pantalon sombre et une chemise. L'enveloppe était dans ma poche. Cassie est arrivée ensuite, m'a fait un câlin. « Je suis contente que tu sois venue » a-t-elle dit. « Je n'aurais manqué ça pour rien » ai-je répondu. Elle m'a regardé comme si elle essayait de lire quelque chose. « Tu sembles différente, plus calme. »« Je le suis » ai-je dit. « Bien » a-t-elle dit. « C'est bien. » Le reste de la famille est arrivé progressivement pendant 20 minutes, Kevin et sa femme, ma tante Brenda, mon oncle Roger, ma cousine Nicole et Adam. Il m'a fait un signe de tête en entrant, s'est assis quelques sièges plus loin. Mes parents sont arrivés les derniers. Maman avait l'air bien, souriant comme si c'était la meilleure soirée de sa vie. Papa était en costume, rare pour lui, visiblement mal à l'aise. Ils ont circulé dans la salle. Quand maman est arrivée près de moi, elle a hésité, puis m'a donné un rapide câlin. « Merci d'être là » a-t-elle dit. « Bien sûr » ai-je répondu. Papa s'est contenté de hocher la tête, son visage en disait long. Le dîner a commencé, les entrées sont arrivées, puis le plat principal, la conversation est restée légère. Je suis restée silencieuse la plupart du temps, observant. À mi-chemin du plat principal, oncle Roger a porté son verre. Temps pour un toast. Tout le monde a levé son verre. Roger a commencé, parlant de maman comme du lien qui maintient la famille ensemble, combien ils étaient chanceux de la voir, discours d'anniversaire standard. Quelques autres personnes ont pris la parole, toutes répétant la même chose, maman était merveilleuse, altruiste, le cœur de la famille. Puis ce fut mon tour. Tout le monde me regardait, attendant. Je me suis levé, verre en main. Maman, ai-je commencé, tu as certainement été une présence dans ma vie. Quelques rires gênés. Je me souviens de nombreux moments en grandissant, bons et moins bons, mais qui ont tous façonné ce que je suis aujourd'hui. Dans ce sens, je suppose que je devrais te remercier. Silence. Cette année a été intéressante, ai-je poursuivi. J'ai beaucoup appris sur moi-même, sur ce que je valorise, sur ce que je suis prête à accepter ou pas, j'ai fait une pause, laissant ces mots résonner. Et j'ai compris quelque chose d'important, parfois, le meilleur cadeau que l'on peut offrir à quelqu'un n'est pas ce qu'il veut, mais ce dont il a besoin. Le sourire de maman commençait à se tendre. La mâchoire de papa était crispée. Ce soir, je veux vous donner quelque chose, ai-je dit, et plongé ma main dans ma poche et sorti une enveloppe que j'ai posée devant maman.
Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé, la voix prudente. Ouvre-la, ai-je dit. Elle a hésité, l'a prise, a sorti les papiers à l'intérieur et a commencé à lire. Son visage est devenu pâle. J'ai continué. Comme certains le savent, maman et papa ont rencontré des difficultés financières. Leur maison était en pré-saisie. Ils devaient vendre rapidement. Je voyais le visage de mon père devenir rouge, les mains de ma mère commençaient à trembler, et ils ont effectivement vendu, il y a environ 6 semaines, à une LLC, une vente rapide, tout en liquide et en dessous de la valeur du marché parce qu'ils étaient désespérés. Personne ne parlait maintenant, tout le monde attendait le point culminant qu'ils sentaient arriver. Ce qu'ils ne savaient pas, dis-je d'une voix calme, c'est que c'était moi qui avais acheté, j'étais la LLC. J'ai racheté leur maison à la banque pour 440 000 $, les sauvant de la saisie. Ma mère a poussé un souffle surpris. Et j'ai passé les 6 dernières semaines à la transformer en quelque chose d'utile. Je suis allé chercher l'enveloppe dans ma veste et les poser sur la table devant ma mère avec un léger tapotement. Elle appartient maintenant au Brennan Opportunity Fund, ai-je dit, une fondation que j'ai créée pour soutenir les entrepreneurs sous-estimés, ceux qui ont pris des chemins non conventionnels, ceux qu'on a traités d'échecs et à qui l'on a dit qu'ils ne réussiraient jamais. Je me suis tourné vers mon père. Il était debout, le visage violet de rage. La maison où j'ai grandi, traitée de parasites et d'échecs, dis-je, d'une voix d'un calme mortel, va maintenant aider d'autres personnes à qui on a dit les mêmes choses. Elle deviendra un incubateur, tout ce que je n'avais pas quand j'en avais le plus besoin. Tu ne peux pas faire ça, a dit mon père, la voix tremblante de fureur. Tu ne peux pas juste prendre notre maison. Je ne l'ai pas prise, ai-je répondu, je l'ai achetée après que vous ayez manqué vos paiements parce que vous aviez investi votre retraite dans une arnaque de crypto-monnaie. Nous allions rattraper les paiements, dit ma mère d'une voix faible. Il te fallait 140 000 $. J'ai répondu, c'est ce que vous deviez, plus les pénalités, plus les intérêts. Vous n'aviez pas le temps. Vous aviez peut-être 2 mois avant que la saisie ne commence. Alors, je vous ai rendu service, je vous ai évité l'humiliation. C'est incroyable, dit Kevin, sa voix dégoulinante d'indignation morale feinte. Tu es vraiment fier de ça, de mettre tes propres parents dehors. Je l'ai regardé, l'enfant gâté qui n'a jamais lutté un jour dans sa vie et qui a tout reçu sur un plateau d'argent. Oui, Kevin, ai-je dit. Je le suis. La pièce est devenue folle. Mon père criait, ma mère pleurait, Kevin et ma tante parlaient tous les deux en même temps, Cassie avait l'air de vouloir disparaître. La seule personne qui ne réagissait pas était Adam. Il se contentait de sourire, comme s'il regardait le final de sa série préférée. J'ai élevé la voix pour percer le vacarme, vous avez 2 semaines pour quitter. J'ai déjà organisé une société de déménagement et je couvre les frais. Et j'ai trouvé un logement que vous pouvez vous permettre avec vos vrais revenus, pas ceux que vous faisiez semblant d'avoir. Vous nous mettez dehors, dit ma mère. Je vous aide à déménager dans quelque chose que vous pouvez réellement payer, ai-je corrigé. Quelque chose de durable. C'est plus que vous n'avez jamais fait pour moi. Oh, et une chose de plus, ai-je ajouté en sortant mon téléphone. Les déménageurs étaient prévus pour le 14, mais je me suis rendu compte que c'était le lendemain de votre réunion du club de lecture, maman. Alors je l'ai déplacé au 15. Il ne faudrait pas que vous manquiez de discuter de votre livre de développement personnel du mois. Silence total. Adam a même ricané. Mon père a bondi vers moi, mais Paul a attrapé son bras. C'en est fini ici, dit mon père entre ses dents serrées. Tu ne fais plus partie de cette famille. J'ai pris mon verre, en ai bu une dernière gorgée, l'ai posé avec précaution. Je n'ai pas fait partie de cette famille depuis longtemps, ai-je dit. J'ai regardé la table une dernière fois. La fondation ouvre dans 2 semaines, ai-je annoncé. Le premier groupe d'entrepreneurs emménagera le 15 mars, le même jour où vous partirez. Une belle symétrie. Puis j'ai regardé Cassie. Je suis désolé que ça ait dû se passer ainsi, mais je ne regrette pas de l'avoir fait. Elle n'a rien dit, juste fixé la table, des larmes sur les joues. Je me suis tourné vers Adam. Allons-y. Il s'est levé sans hésitation, a pris sa veste. Nous sommes sortis ensemble pendant que la pièce explosait derrière nous. Nous avons fini dans le même dîner où nous nous étions rencontrés la première fois. Adam a commandé 2 cafés. Nous sommes restés silencieux quelques minutes, juste à digérer. Intense, dit finalement Adam. C'est le mot, ai-je répondu. Il a ri,
a pris une longue gorgée de son café. Je pensais que ton père allait te frapper, comme vraiment. Il voulait, ai-je dit. Paul a de bons réflexes, cependant. Adam a pris une autre gorgée. Alors, maintenant, que se passe-t-il? Maintenant, ai-je répondu, je continue. J'ai déjà 6 candidats en lice, des gens intelligents, talentueux. Il a hoché la tête lentement. C'est vraiment génial, mec. Merci. Nous avons continué à digérer le tout. Mon téléphone a vibré, plusieurs messages arrivant à la suite. Je les ai regardés. Cassie, c'était cruel, tu n'avais pas besoin de faire ça, pas pour son anniversaire. Paul, je comprends pourquoi tu l'as fait, mais Cassie est vraiment bouleversée, peux-tu l'appeler? Maman, comment as-tu pu faire ça à ta propre mère pour son anniversaire? Sans cœur. Papa, tu es mort pour moi, ne nous contacte plus jamais. Kevin, félicitations, tu viens de prouver que tu es exactement ce que papa disait toujours. J'ai regardé ce dernier message un instant, puis j'ai ri. Adam a regardé. Quoi? Je lui ai montré le message de Kevin. Il a lu et secoué la tête. Incroyable, a-t-il murmuré. Tu vas répondre? Adam a demandé. Pas ce soir, ai-je dit. Peut-être jamais pour certains. Il a hoché la tête. Nous avons commandé un autre café, la conversation a changé. Il m'a parlé d'une idée de start-up qu'il mûrissait, quelque chose sur l'automatisation des flux de conformité. Je lui ai parlé de l'incubateur, disant que s'il voulait s'y lancer sérieusement, je pouvais lui offrir un espace. Il a dit qu'il réfléchirait. Vers minuit, nous avons payé l'addition et sommes partis. Adam m'a fait un check dans le parking. J'ai conduit chez moi, les fenêtres ouvertes, l'air froid de mars me frappant le visage. De retour à mon appartement, je suis resté devant les grandes fenêtres, regardant les lumières, la même vue que le nouvel an 3 mois plus tôt, mais totalement différente maintenant. Mon téléphone a vibré encore. J'ai presque ignoré, puis j'ai vu que c'était Jordan, le jeune que je mentorais pour son application de budget. Mec, je viens de recevoir l'email d'acceptation pour l'espace de l'incubateur. C'est fou. Merci infiniment. Tu n'as pas idée de ce que ça signifie. J'ai souri et répondu, tu l'as mérité, ne gâche pas cette opportunité. C'était ça le but, pas la vengeance, pas prouver un point à des gens qui ne comprendraient jamais, juste créer des opportunités pour ceux qui les méritent, être la personne dont j'avais besoin à 21 ans, effrayé et seul, à qui on disait que je ne réussirais jamais. La maison ouvrirait dans 2 semaines, 6 entrepreneurs emménageraient, construisant leurs rêves dans les mêmes pièces où les miens avaient failli être détruits. Le lendemain matin, la directrice de la fondation a appelé, 3 autres candidatures étaient arrivées pendant la nuit. Je lui ai demandé de les examiner et de m'envoyer les meilleurs candidats. Ce soir-là, mon téléphone a sonné, numéro inconnu. Bonjour Damon Brennan. Oui, c'est David Whitmore. Je dirige un fonds de capital risque ici à Phoenix. J'ai entendu parler du Brennan Opportunity Fund. Un ami connaît l'un de vos candidats. J'aimerais discuter d'un partenariat potentiel, peut-être un financement initial pour les diplômés. Je me suis appuyé sur ma chaise. Bien sûr, ai-je répondu. Nous avons parlé 10 minutes. Il voulait financer les diplômés de l'incubateur, sponsoriser certains programmes, avait des contacts avec d'autres VC intéressés. J'ai pris ses coordonnées et promis de le recontacter la semaine prochaine. Après avoir raccroché, je suis resté assis un moment, souriant. Ça se réalisait réellement, j'étais fier. J'ai pensé à mon père me traitant de parasite, à ma mère réclamant immédiatement de l'argent quand elle a su que j'avais réussi, à toutes ces années où je me sentais insuffisant, et j'ai compris quelque chose, je n'ai jamais eu besoin de leur validation, juste de cesser d'attendre la permission pour être fier de ce que j'avais construit.